Si vous avez envie de tout savoir sur l'actualité de ce jeudi 11 mai en Vendée, eh bien vous êtes au bon endroit. Bienvenue sur le plateau de l'actu de TV Vendée. Un petit bout de matinale avec 26 minutes devant vous pour faire le point donc sur ce qu'il se passe en ce moment dans le département. Et ce matin, eh bien, nous parlons notamment de nos déchets, car Trivalis vient de publier son bilan 2022. Un bilan qui permet de voir que nous retrouvons nos bonnes habitudes d'avant Covid et des différents confinements. Un peu moins d'emballage, plus de tri et un poids de déchets par Vendéen en deçà de la moyenne nationale. Nous parlons également ce matin d'Autrefois Chaland qui vient de dévoiler les grandes lignes de l'édition 2023 de sa foire à l'ancienne des 4 jeudis de cet été. Sortez les agendas, 2 jeudis au mois de juillet, 2 jeudis au mois d'août. On reprend les fondamentaux et il y aura à nouveau du monde. Nous avons aussi cet orgue à Montaigu-Vendée qui résonne depuis ce week-end de nouveau après plusieurs années d'absence pour rénovation. Un premier concert donc pour présenter l'orgue a eu lieu la semaine dernière et des concerts d'inauguration sont même prévus à partir de demain soir du côté de Montaigu. Le podium de la Golden Globe Race aussi qui ce soir sera complet avec l'arrivée au Sables d'Olonne du 3e et dernier concurrent encore officiellement en course. Et puis dans nos chroniques de ce jeudi, nous allons avoir du surf, de la littérature ou encore l'UNICEF Vendée qui cherche des bras. Enfin, nous poursuivons évidemment notre jeu pour essayer de remporter du chocolat cette semaine avec notre partenaire Gay-Lenzer. C'est aussi pour se mesurer au niveau de la culture générale vendéenne. On ne fonctionne pas qu'avec du chocolat, évidemment. Un petit mot de météo. Comment ça? Si, je vous ai entendu. Un petit mot de météo avec une nouvelle journée ponctuée d'averses en Vendée. Oui, regardez la carte. Ce matin, c'est plutôt sur la moitié ouest que ça se passe pour les averses. Le bocage et la zone limitrophe entre le Maine-et-Loire et les Deux-Sèvres devraient être épargnés. Le vent faiblit aussi, ça fait pas de mal. Ce matin, 15 à 20 km/h et les températures s'échelonnent pour cette première partie de journée entre 10 et 13 degrés. Cet après-midi, c'est un effet miroir, une parfaite symétrie puisque les averses, cette fois-ci, ne seront plus dans l'ouest, mais dans l'est. En plus, elles vont devenir un petit peu orageuses. Elles vont arroser donc l'est de la Vendée et le littoral, lui, profite d'une accalmie et de quelques éclaircies. En revanche, une unité de température puisqu'il fera 15 degrés aussi bien du côté de Chaland que de Fontenay-le-Comte, La Roche-sur-Yon ou encore les Herbiers. Puis si on se projette un petit peu pour essayer de se regonfler le moral après une semaine de pluie, eh bien sachez que pour le moment, les prévisionnistes annoncent un vendredi sec et ensoleillé le matin, mais pluvieux sur la moitié est l'après-midi. Samedi, toujours un risque de pluie concentré sur l'après-midi. En revanche, du soleil pour tous dimanche. Les horaires de marée. Eh bien, comme hier, c'est le même rythme. Nous avons une mer qui montait sur la première partie de matinée, point le plus haut, 10h moins 20. La prochaine marée basse, elle, c'est quasiment à l'heure du goûter, 15h42 très exactement. Des coefficients qui décroissent. Ce sera samedi le coefficient le plus faible de la quinzaine. Jeudi, jour des palmarès hebdo des prix relevés à la pompe normalement dans nos stations essence de Vendée, sauf que il y a pas mal de contrôles qui sera en cours par la DGCCRF, la Direction Générale de la Concurrence, pour vérifier une bonne partie des données qui sont a priori étrangement basses. Donc dans le doute, abstiens-toi. On verra la semaine prochaine si les infos sur Internet, les données publiques sur prixcarburant.gouv.fr sont fiables. On enchaîne donc avec la carte des marchés de ce jeudi. Et au niveau des rendez-vous du jeudi, je vous propose Givran, les Landes, Génusson, Menon-Blais ou encore Avrier pour aller à la rencontre des producteurs locaux le jeudi. C'est la journée mondiale des espèces menacées aujourd'hui. Et la Vendée n'y échappe pas, c'est pas qu'au bout du monde. En 2019, la LPO s'inquiétait de la disparition de la bécassine des marais, par exemple, tout comme du petit passereau des prairies ou encore de la guifette noire qui se fait de plus en plus rare. Saint-Estelle aujourd'hui, bonne fête les filles, bonne fête également au Léonard, au Ignace ou encore au Soraya. C'est le premier jour des Saintes Glaces, si vous vous intéressez aux potagers et aux extérieurs aux plantations. C'est donc jour de Saint-Mamère et justement, le dicton est en lien, attention, le premier des Saintes Glaces, souvent, tu en gardes la trace. Le soleil est avec nous en Vendée jusqu'à 21h28 aujourd'hui. On passe au journal.
Et après 2 années marquées par des modes de consommation un petit peu biaisés par la crise sanitaire, plus d'emballages individuels notamment pour éviter la contamination Covid, eh bien la Vendée retrouve progressivement son rythme de croisière en matière de production de déchets. 475 000 tonnes et demie de déchets ménagers ont été collectés en 2022. C'est un petit peu moins que l'année précédente. Élément d'explication avec Colline Davy et son invité, le président de Trivalis. C'est le bilan de l'année 2022 et en Vendée, 588 kilos de déchets par habitant sont comptabilisés. C'est un bilan plutôt positif du coup. Oui, c'est un bilan très positif puisque nous étions à 630 kilos en 2021, donc 588. Au niveau du département, c'est à peu près 30 000 tonnes de moins de déchets. Donc oui, bilan très positif. Et si on exclut les deux années Covid, on va dire, c'est un chiffre qui est en baisse. Oui, c'est un chiffre qui est en baisse puisque le comportement a été compliqué pendant les années Covid. On a eu aussi beaucoup de déchets en déchetterie. Donc là, on récupère en 2022 une année correcte par rapport à 2020 ou 2021. Et donc on compare, nous, aujourd'hui, 2022 à 2019. Pour parler d'une nouveauté qui se met en place, en tout cas la redevance incitative, d'abord, est-ce qu'on peut réexpliquer ce que c'est et puis dans quelle zone du territoire elle est mise en place ? Alors la redevance incitative, elle permet à l'usager d'être acteur de sa poubelle ou d'être acteur de ses déchets, justement en gérant, c'est le côté incitatif, sa propre facture. Et donc plus il produit de déchets, plus il paie et moins il en produit. Moins il paie ou alors il maîtrise sa facture. Je dis souvent que la redevance, elle ne baisse pas forcément, mais ça permet de la maîtriser. Elle est aujourd'hui sur 70% du territoire, donc ça veut dire que une grande partie de la Vendée est en redevance incitative. Donc l'usager est acteur de sa production de déchets. Alors c'est moins vrai dans des zones un peu plus littorales. Il y a des collectivités qui ont franchi le pas et puis d'autres qui y réfléchissent. Pourquoi c'est compliqué justement sur le littoral ? Quelles sont les raisons ? Alors c'est plus compliqué parce que derrière vous avez un nombre de résidences secondaires importantes. Donc comment est-ce qu'on arrive à répercuter ce coût à l'identique justement pour le comportement des gens d'une part, mais aussi le fait que l'habitat aujourd'hui permet la mise en place de la facturation, je dirais que la partie fixe de la redevance incitative. Donc c'est sans doute un peu plus compliqué, mais le Pays de Saint-Gilles l'a mis en place, les Sables Agglos commencent à y réfléchir. Donc on voit bien aujourd'hui que les élus s'engagent aussi sur cette voie. Donc il reste encore pas mal de choses à mettre en place, mais en tout cas ça avance. Et puis ce qu'il faut retenir, c'est que le nombre de déchets global ne cesse de baisser depuis l'année de création de Trivalis. Trivalis qui note aussi l'impact du contexte économique sur la masse de nos déchets. Depuis le déconfinement, les touristes sont revenus et avec l'inflation, on consomme moins de vrac, paradoxalement plus cher que les produits emballés. Les sacs jaunes donc sont de plus en plus lourds. En parallèle de ce bilan 2022, le syndicat mixte départemental d'études et de traitement des déchets a présenté son plan Trivalis 2030. C'est une feuille de route pour diminuer son empreinte carbone. 10 actions pour réduire à la fois l'impact du fonctionnement de Trivalis, en roulant par exemple avec des camions au biogaz, mais également pour réduire l'impact des déchets eux-mêmes. Les déchets aujourd'hui, c'est une contrainte, mais ça peut venir des ressources. Et quelles sont les conditions pour accompagner, on va dire, ce changement. Donc, et dans un cadre, évidemment, de protection de l'environnement, de réflexion, on va dire, sur un certain nombre d'enjeux. Donc, c'est un peu le but de cette feuille de route, c'est de définir un peu les grands enjeux à venir et en essayant de positionner Trivalis comme l'accompagnateur et un peu l'initiateur d'un certain nombre d'actions. Alors, c'est dans le domaine de l'innovation, de la formation, de la veille, du bilan, on va dire, carbone de ses propres activités. Donc beaucoup de domaines qui sont synthétisés dans cette projection. Un mot de sport à présent avec les arrivées de la Golden Globe Race qui se poursuivent. L'Autrichien Michael Guggenberger est attendu ce soir au Sables d'Olonne entre 20h et 22h. On aura un petit peu plus de précision sur l'heure d'arrivée en milieu de journée. C'est le 3e et dernier concurrent sur les 16 du départ à avoir officiellement bouclé la course en respectant le règlement. Un tour du monde à la voile, sans escale, sans assistance, mais également sans outils modernes. Michael Guggenberger va donc compléter le podium sur lequel
laquelle l'attendent déjà Kirsten Neuschaeffer, arrivée première la semaine dernière, talonnée par Abhilash Tomi. À Chaland, l'été se prépare maintenant. L'association Autrefois Chaland a présenté cette semaine dans les grandes lignes les nouveautés et les incontournables de ces 4 jeudis de foire à l'ancienne. À noter cette année 2 nouveaux spectacles de marionnettes, une nouvelle mise en scène pour l'école ou encore l'installation d'un bouilleur de cru. Une édition 2023 placée sous le signe de la transmission aux nouvelles générations. Un rendez-vous les 20 et 27 juillet ainsi que les 10 et 17 août à Chaland. À Montaigu-Vendée, cette fois-ci, beaucoup d'émotions ce week-end pour les paroissiens de l'église Saint-Jean-Baptiste. Après 5 ans de travaux et donc d'absence, l'orgue est de retour et il a été inauguré. L'église en elle-même était aussi fermée pour rénovation jusqu'en fin d'année dernière. L'orgue, qui date de 1892, a été doté d'un 3e clavier. Il passe de 27 à 37 jeux, plus de notes aussi. Place maintenant à une phase d'apprivoisement. Le gros du travail sera s'approprier le nouveau tempérament de l'instrument, savoir quel jeu accorder pour accompagner la foule lors des offices religieux, mais également le gros travail maintenant sera aussi de faire connaître l'instrument, parce qu'on a la chance d'avoir un joyau désormais à travers de nombreux concerts, et donc l'ambition est forte, et ça commence dès le week-end prochain avec un long week-end d'inauguration officielle avec des concerts, avec des échanges, avec des instruments, avec des chœurs. Donc il y a tout un gros moment festif qui va arriver. Et ce week-end festif commence demain avec effectivement des concerts d'inauguration dès 20h30 ce vendredi, samedi soir même heure et puis dimanche après-midi. Les réservations se font auprès de l'Office de tourisme de Montaigu-Vendée. Hugo Reine, lui, s'attache à faire revivre Bach à la fin du mois au Sable d'Olonne. La 6e édition de son festival est baptisée Bach au Sable. 3 jours de concert entre les 26 et 28 mai dans les églises de la Chaume, du Château d'Olonne et d'Olonne-sur-Mer. Avec Bach, il y a de la virtuosité, mais il y a aussi des moments de grande poésie, enfin, dans des mouvements lents qui sont soit des mouvements lents un peu désespérés, mais en fait désespérés par moments, mais toujours il y a un espoir en fait avec Bach. Il y a toujours une ascension, quelque chose. Sa musique, elle nous porte, comme je disais, c'est-à-dire elle nous supporte, elle nous emporte. Il y a plein de termes. Elle nous fait nous envoler. Voilà. Bach au Sable, c'est donc du 26 au 28 mai du côté des Sables d'Olonne. Un endroit plutôt insolite pour les propriétaires de chiens à présent. Un centre aéré canin de 1000 m² lancé il y a quelques mois à La Roche-sur-Yon par un éducateur comportementaliste. Ce serait le premier du genre dans le département. Une adresse où les animaux viennent passer la journée entre copains pour s'amuser, pour se sociabiliser, pendant que leurs propriétaires sont au travail. À disposition des jouets, tunnels ou encore un bac à sable. Évidemment, toute similitude avec les centres aérés pour les enfants n'est pas tout à fait involontaire. Agathe Poulet. Il est l'heure pour Rack de rejoindre ses copains pour passer l'après-midi dans ce centre aéré pour chiens. On a choisi de le mettre dans le centre aéré parce qu'en fait, c'est comme un enfant. En fait, ça a besoin de se dépenser. Avec ma copine, on trouve que c'est comme il a besoin de voir d'autres chiens, comme nous, on a besoin de voir d'autres humains étant petits hôtes, de sociabiliser, de voir des gens et de s'amuser entre eux. Quand on le récupère, il va faire sa meilleure nuit qu'il a jamais fait. Mais oui, c'est ça. Il trouve une occupation à être ici. Et c'est bien comporté. Ouais, très bien. Après, il peut montrer des signes. Où il n'est pas satisfait, mais ça se passe bien. Ouais. Rio, lui, est heureux de retrouver sa maîtresse qui remarque une évolution depuis sa première journée dans ce centre. La première fois, un petit peu rude pour Rio qui n'avait pas forcément les codes canins. Et là, depuis, visiblement, c'est bien parti. Donc, c'est super. Moi, je suis ravie. Ça lui permet d'avoir son moment à lui et puis de voir des copains. Ancien formateur en recherche et détection d'explosifs pour les aéroports de Paris, Nicolas Remaud a créé cet espace de détente pour chiens afin de lutter contre l'ennui et la solitude en journée lorsque les propriétaires travaillent. C'est aussi l'occasion pour ces chiens de toute race de créer des liens et d'apprendre les codes, tout en s'amusant grâce aux nombreux jouets mis à disposition. Mon rôle, c'est de gérer les interactions qu'il y a entre eux et puis après de faire un petit report au propriétaire. Voilà, comment s'est passée la journée, quelle attitude il a eu. Lors du débriefing, en fait, les gens peuvent m'exposer les différents problèmes qu'ils peuvent rencontrer. Ça permet d'en discuter et puis de mettre des méthodes en place à travailler chez eux.
Le Wolfstock est ouvert du mardi au vendredi de 8h30 à 18h30 et peut accueillir jusqu'à 8 chiens à condition qu'ils soient à jour dans leur vaccin. Et puis je vous propose de terminer ce journal avec ces quelques images amateurs envoyées par la commune du Talus-Sainte-Gemme. C'est entre Chantonnay et la Châtaigneraie. Un début de chantier vraiment pas commun qui a eu lieu hier. Une grue s'est chargée, vous le voyez, de descendre la flèche de l'église. Première étape d'un long et lourd chantier de 13 mois sur l'édifice. Un acte assez symbolique et qui, paradoxalement, n'a pas pris tant de temps que ça, puisque la manipulation, le fait de descendre cette flèche, n'a duré que quelques minutes. On va terminer avec les températures de ce jeudi matin. Je vous disais tout à l'heure entre 10 et 13 degrés en Vendée pour ce début de jeudi. 10, c'est pour toute la frange est du département, des Herbiers à Fontenay-le-Comte. 11 degrés dans le centre, 12 degrés sur le littoral et une petite pointe à 13 sur nos 2 îles. C'est la fin de ce flash. On va maintenant retrouver nos chroniques du jeudi au programme du surf, l'UNICEF Vendée et un petit peu de littérature avec le dernier livre du romancier Romain Sardou. On commence donc avec notre Plus Info qui nous emmène du côté de la plage de la Sauzet, du côté de Bretignolles-sur-Mer, puisque ce week-end va s'y tenir l'Open de France de surf. Regardez. C'est une étape du circuit français qui est très importante. C'est vrai que souvent on se déplace pour aller faire des compétitions en Bretagne ou dans les Landes. Et là, on est hyper content que ça se passe en Vendée. Et puis pour notre club, pour notre petit club, c'est quand même une bonne opportunité de nous faire connaître et de montrer qu'on a des bonnes vagues en Vendée. Tout le public pourra suivre en réel l'évolution de la compétition. Et puis surtout ensuite on aura un village avec par exemple un shaper local qui est notre partenaire, un des partenaires du club, Squid Surfboard. Il y aura aussi des artistes locaux, surfeurs et qui font des œuvres en lien avec le surf. Alors, on a fait le choix de débuter le circuit des Open de France de surf à Bretignolles-sur-Mer parce que la vague s'y prête bien déjà. Donc, voilà, c'est une belle vague qui est reconnue, qui est exposée, donc normalement on devrait avoir de bonnes conditions. Et puis aussi le tissu associatif est plutôt bien développé puisqu'on a le Breteam et c'est un projet communautaire, c'est-à-dire que c'est la communauté d'agglomération qui est à l'origine de l'accueil de cette compétition. Donc il y a plusieurs clubs de l'agglomération qui sont derrière pour l'organisation. On a donc une commune, Bretignolles-sur-Mer, qui a beaucoup d'atouts et qui met les moyens pour accueillir ce type de compétition. Le spot est un petit peu particulier puisqu'il se surfe prioritairement à marée haute. Donc nous avons 12 heures de compétition. C'est un format fermé cette compétition. Ce sera 48 meilleurs surfeurs hommes et les 24 meilleures surfeuses femmes. Donc ça représente 12 heures de compétition. C'est sur 2 jours, c'est-à-dire 6 heures par jour. C'est pas énorme. Donc on surfera le spot de mi-marée à mi-marée, c'est-à-dire 3 heures avant la marée haute et 3 heures après. On aura pratiquement toutes les meilleures françaises présentes et notamment les meilleures vendéennes puisque Ina Conradi sera présente, mais aussi au niveau national, les meilleures françaises, nous avons Ayane Vast qui est inscrite. Les meilleurs français ne seront pas présents puisque nous avons une compétition internationale professionnelle en même temps, Challenger Series en Australie, donc ils ne seront pas là, mais par contre nous avons tous les autres qui ne peuvent pas participer à ces Challengers qui seront présents. Et donc, selon la météo, cette première étape du circuit de shortboard commencera soit samedi, soit dimanche. Je vous propose maintenant que nous nous intéressions à nos associations. Nous allons récupérer la chronique du début de semaine que Colline nous avait préparée, qu'on n'a pas pu vous diffuser. Nous parlons de l'UNICEF aujourd'hui. L'UNICEF Vendée qui a besoin de bras pour développer son réseau dans le département.
Bonjour à tous, aujourd'hui vous le voyez derrière nous, on se retrouve dans les locaux d'UNICEF. UNICEF c'est une association internationale qui vient de l'ONU, mais il y a un bureau en Vendée. Pourquoi il y a ce bureau en Vendée ? Parce qu'en fin de compte nous sommes une agence de l'ONU comme vous l'avez dit, et nous avons un comité qui comprend 5 départements pour Loire-Océan, et il y a une délégation en Vendée qui est pour faire des actions plus précisément en Vendée et recruter en Vendée nos bénévoles. Alors justement, on parle de bénévoles, vous en cherchez, c'est ça, vous cherchez beaucoup. Vous cherchez qui ? Quel profil et pour quelle mission ? Alors, on cherche pour la sensibilisation, c'est-à-dire que on va dans les écoles, dans les centres de loisirs, dans différents endroits, les entreprises ou ailleurs, pour présenter les droits de l'enfant et pour faire de la sensibilisation sur les droits de l'enfant, pour expliquer ce que c'est les droits de l'enfant. Et ça, c'est très important. Et on recherche aussi des chargés d'engagement jeunes, parce que les jeunes, vous savez, c'est très important de parler de pair à pair. Donc on recherche des chargés d'engagement jeunes pour que les jeunes... Nous, on a des jeunes ambassadeurs qui sont de 10 ans à 26 ans et qui viennent chez nous pour faire pas mal d'actions avec les jeunes pour rapporter de l'argent pour tous les enfants dans le monde qui ont besoin de nous. Alors, vous l'avez dit, vous cherchez des jeunes. Est-ce que ça veut dire que c'est uniquement des jeunes Oh, ou est-ce pas que du tout le tout. monde peut venir ? Nous sommes dans l'intergénérationnel, donc bien évidemment, je ne suis pas jeune. Donc non, on recherche tout. Mais c'est vrai que les jeunes, on en recherche aussi. Voilà. Il y a à la fois des animations dans les écoles, il y a des organisations d'événements, et puis il y a une dernière petite chose, les chargés de ville amie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Parce que l'UNICEF, on a des villes amies qui ont rempli un dossier très important et tout, et qui s'engagent avec l'UNICEF. Et donc, nous, on cherche des chargés de ville amie qui vont avoir à participer avec la mairie sur plein de projets, discuter avec eux, voir comment ça se passe. Tous ces jeunes que l'on recherche, ou moins jeunes, il y a des formations. On ne les lance pas dans la nature. Et ils sont tous habilités à la fin. Parce que nous, pour aller dans les écoles, on a une convention avec le ministère de l'Éducation nationale. Eh bien, vous l'avez compris, si vous souhaitez rejoindre l'UNICEF d'une manière ou d'une autre, n'hésitez pas, les coordonnées vont s'afficher en bas de l'écran. Et puis moi, je vous laisse parce que je vais aller travailler avec les services civiques. Et justement, si vous voulez faire partie de ces services civiques à partir du mois de septembre au sein de l'UNICEF Vendée et que vous n'avez pas eu le temps de noter l'adresse mail, vous pouvez écrire à unicef85@unicef.fr. Un petit peu de lecture maintenant. On va retrouver un extrait de Préface aujourd'hui. Préface qui reçoit cette semaine Romain Sardou. L'écrivain sort Je t'aime en ce premier semestre 2023, un roman sur les nouveaux rapports amoureux. D'abord, le goût de la littérature, je l'ai eu en même temps que le goût de l'histoire, puisque je vous ai cité Walter Scott. Donc c'est vraiment, j'ai à la fois découvert le roman et le roman historique médiéval, puisque c'était Quentin Durward, Ivanović, tout ce qui se passe dans cette époque-là. Donc ça m'a, quand je découvrais les romans, je voyais bien qu'il y avait des figures historiques importantes dans ces romans, qu'à 13-14 ans, je ne connaissais pas. Donc je suis allé un peu me renseigner pour savoir qui était Louis XI, qui était un tel ou tel personnage. Et donc ça m'a donné le goût du Moyen-Âge, qui a un peu structuré mon imaginaire aussi. Un peu comme certains films, un peu comme, enfin, ça s'est construit comme ça. Donc quand mon premier roman est arrivé, c'était l'envie d'écrire, c'était le Moyen-Âge était une évidence pour moi. C'était vraiment, il fallait que je couple ça. J'ai tendance à dire que j'écris tout ce que j'ai aimé enfant. En gros, les thématiques, le type de sujet, le type de personnage même, le type de roman, c'est vraiment entre tous mes émerveillements on va dire de 14 à 18 ans, ça structure encore aujourd'hui, même des projets que j'ai pas encore faits et qui sont en préparation, je peux dire qu'ils remontent à mon adolescence, vraiment. Et la saga sur l'Amérique aussi, là on est dans une autre période de l'histoire, mais ce sont aussi des souvenirs d'enfance ? Complètement, j'ai vécu un certain moment en Floride. Et j'ai donc découvert l'histoire de la Géorgie, qui est l'État qui est juste au-dessus de la Floride, quand j'avais une vingtaine d'années, et certains éléments historiques qui m'ont absolument frappé, absolument fasciné. Je voyais que personne ne les connaissait, en plus personne ne se souvenait de comment avait été créée cette 13e et dernière colonie anglaise en Amérique. Je me suis dit, mais c'est un sujet formidable. Et voilà, 10 ans plus tard, après, j'ai fait une saga dessus. Et Je t'aime de Romain Sardou est publié aux éditions XO. Quant à nous, vous allez pouvoir retrouver Préface, d'ailleurs, comme d'habitude, au long de la journée sur l'antenne, ainsi que sur nos différentes plateformes. Quant à nous, on passe au jeu maintenant.
J'ai un petit peu de temps pour vous rappeler la question qui nous aura accompagnés cette semaine dans la matinale, une question de géographie qui s'intéresse à un reportage que nous avons diffusé la semaine dernière et qui concerne l'attractivité du territoire vendéen. Où sommes-nous dans ce reportage diffusé le 5 mai dernier et qui s'intéressait donc à l'attractivité du territoire? C'est une petite commune de Vendée. J'attends de vous le nom précis de cette commune. Indice du jour, à mi-chemin entre Niort et Fontenay-le-Comte. Et je vous rappelle d'une part que vous avez jusqu'à demain midi pour envoyer votre réponse sur tvvendée.fr, mais également qu'à la même adresse, vous allez pouvoir retrouver l'ensemble des indices de la semaine pour tenter de remporter du chocolat, puisque notre partenaire cette semaine, c'est Gelenzer. 2 gagnants parmi vous repartiront chacun avec 2 coffrets de chocolat. C'est la fin de cette matinale. On va se retrouver maintenant pour la dernière ligne droite de la semaine, demain, vendredi, à partir de 7h. D'ici là, je vous souhaite à tous un très très bon jeudi et à demain.